Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver évidemment comme chaque soir de la semaine sur LN24. Soyez les bienvenus dans votre émission Le Monde ou Rien. Et que serait cette émission sans Nicolas Pipin? Absolument rien. Salut Nico. Ça fait plaisir, une telle intro. Salut Jim. Au programme ce soir, du décryptage pour vous aider comme chaque soir à mieux comprendre le monde qui nous entoure, des images fortes et bien sûr une rencontre avec une personnalité en fin d'émission, et tout ça pendant 1 heure. Mais commençons par le commencement, et c'est de l'actu. Oui, et cette actu, c'est la crise politique sans précédent qui touche nos voisins français. Après la démission de Sébastien Lecornu, 3 scénarios s'offrent à Emmanuel Macron aujourd'hui. Une cohabitation, une nouvelle dissolution ou bien une démission ou une destitution. Que va-t-il se passer en France? Comment expliquer cette situation? Élément de réponse dans notre 22h10 actu d'ici quelques instants. Et puis Nico, chaque soir dans le Monde Orient, c'est aussi un tour d'horizon en images des actualités qui ont marqué la journée. Oui, la semaine des prix Nobel avec cette grande question en fin de semaine plutôt. Donald Trump va-t-il recevoir le prix Nobel qu'il convoite tant? Le procès en appel aussi des viols de Mazan et ce face-à-face très attendu entre l'accusé et Dominique Pellicot. Et puis surtout, 2 ans après ces images, vous les voyez, d'Israéliens qui commémorent les attaques terroristes du 7 octobre menées par le Hamas, entre hommage et espoir du retour des otages. Explication d'ici une vingtaine de minutes dans l'arrêt sur image de Louis Dominé. Et puis Jim, Le Monde ou Rien, c'est aussi chaque soir une rencontre avec un grand invité, avec une personnalité. Ouais, tout à fait autre chose à nouveau ce soir, puisque c'est Liane Folly qui sera avec nous en fin d'émission. La chanteuse, autrice et comédienne est de retour en Belgique avec son One Woman Show intitulé La folle reparenthèse, avec, vous allez le voir, plein d'imitations. Elle sera avec nous dans Le Monde ou Rien juste après 22h30. Et puis on terminera en beauté avec le scroll de Marie-Jean Riez, toutes ces actualités qui ont buzzé aujourd'hui sur les réseaux sociaux et notamment TikTok, qui est devenu un lieu de résistance pour contrecarrer les vagues de déportation aux États-Unis. Mais on commence tout de suite avec le grand dossier du jour. On ouvre le 22h10 Actu. Et Jim, grande question ce soir, mais que se passe-t-il en France? 27 jours en poste, un gouvernement qui aura duré un peu plus de 14 heures. La crise politique en France est déjà profonde, Nico. Elle a pris une autre dimension quand cet homme à l'image, Sébastien Lecornu, a tout simplement remis sa démission à Emmanuel Macron. C'était hier matin. En ce lundi matin, les conditions n'étaient plus remplies pour que je puisse exercer ces fonctions de Premier ministre et permettre au gouvernement d'aller devant l'Assemblée nationale demain. Le Premier ministre le plus éphémère de la Ve République aura donc échoué à cimenter cette fragile coalition, enfonçant donc un petit peu plus la France dans l'impasse politique. Énième caillou dans la chaussure de cet homme, d'Emmanuel Macron, après avoir nommé 3 premiers ministres en 1 an. Que reste-t-il comme possibilité? On va tenter de passer en revue les différents scénarios ce soir. Et donc 3 scénarios ce soir: une démission, une dissolution ou une cohabitation. Et on commence justement par ça, Jim. Nommer un nouveau Premier ministre, c'est ce que pourrait faire le président français. Oui, même si cet échec, Lecornu rendrait difficilement compréhensible pour les Français qu'Emmanuel Macron choisisse à nouveau une personnalité issue de son propre camp. Mais le président français ne semble pas prêt à envisager une cohabitation, puisqu'il a demandé au Premier ministre démissionnaire de mener, je cite, d'ici à demain soir, d'ultimes négociations sur ce qu'il appelle une plateforme d'action. Mais à gauche, au PS et chez les écologistes, il est temps de les laisser prendre leurs responsabilités, c'est ce qu'ils nous disent. On a essayé la droite, ça n'a pas marché. On a même eu des 3 premiers ministres, chaque fois plus proches du président de la République, et ça n'a pas marché. Donc il faut maintenant essayer ce que les Français ont demandé l'an passé. Nous devons être nommés, la gauche et les écologistes, et il doit nous laisser nous y coller. Olivier Faure, patron des socialistes qu'on vient d'entendre, qui a déclaré répondre positivement si on lui proposait justement Matignon. Mais il y en a bien un qui a dit tout le contraire de tout ce que je viens de vous expliquer à l'instant. C'est d'ailleurs celui qui est pointé du doigt aussi pour sa responsabilité dans l'échec Lecornu. C'est Bruno Retailleau qui a déjà indiqué qu'il était hors de question pour son parti de cautionner un Premier ministre de gauche. Quand on a entendu la gauche nous seriner les vieilles lunes de la gauche qui ont affaibli la France, pour la gauche, il fallait dépenser plus parce que c'est la dépense publique qui crée la croissance. Donc il est hors de question de cautionner aujourd'hui un gouvernement et un Premier ministre de gauche. Ouais, dans ce scénario-là, il reste aussi une option, celle d'un gouvernement technique avec à sa tête une personnalité apolitique. Deuxième scénario, une nouvelle dissolution. Oui, une demande répétée depuis de nombreux mois par le Rassemblement national, et cette idée aussi est bien d'obtenir une majorité en cas de nouvelles législatives. Jordan Bardella avait d'ailleurs déclaré dès la démission de Sébastien Lecornu qu'il fallait dissoudre l'Assemblée. Le président français avait jusqu'à présent écarté ce scénario, surtout quand on se souvient de la dissolution de juin 2024 qui ne l'avait pas réussi. Le président avait fait
perdre une centaine de sièges à son camp et avait surtout rendu l'Assemblée nationale ingouvernable, divisée en 3 blocs très polarisés. Et puis, jamais dans l'histoire de la Ve République, 2 dissolutions n'ont eu lieu à un an d'écart. Mais pour Marine Le Pen et pour Jordan Bardella, eh bien, cette dissolution est désormais incontournable. On est au bout du chemin. Il faut arrêter. Voilà. Il faut arrêter, les ministres et le ministre de droite, ministre de gauche. On arrête. On retourne aux urnes. C'est votre seule demande. Et ce sont les Français qui vont décider. C'est clair. Et nous sommes dans cet état d'esprit-là. C'est eux qui vont décider. Il n'y a maintenant plus d'autre choix que de revenir devant les Français. Donc notre position, elle ne va pas varier dans ces prochains jours. Elle a toujours été la même. Et si jamais Emmanuel Macron décidait de dissoudre l'Assemblée, eh bien, il disposera d'un délai compris entre 20 et 40 jours pour convoquer de nouvelles élections législatives. Troisième scénario, une démission. Oui, ou une destitution. Bref, simplement le départ du président français. Mais Emmanuel Macron n'a cessé de répéter qu'il irait jusqu'au bout de son mandat en 2027, quoi qu'il arrive. Mais avec le choc que constitue cette démission de Sébastien Lecornu, eh bien, les appels à sa démission ont repris de plus belle, certains même à droite. Et puis des critiques émergent même au sein de son propre camp. Gabriel Attal, par exemple, était l'invité hier du 20h de TF1. Comme beaucoup de Français, je ne comprends plus les décisions du président de la République. Il y a eu la dissolution et il y a depuis des décisions qui donnent le sentiment d'une forme d'acharnement à vouloir garder la main. Alors de là à dire que Gabriel Attal appelle à la démission d'Emmanuel Macron, on n'y est pas du tout, mais je veux surtout vous montrer et vous faire comprendre la situation dans laquelle se trouve aujourd'hui le président de la République. Mais Édouard Philippe, lui, il a été encore plus loin ce matin. Il appelle le président à organiser une présidentielle anticipée. Je crois qu'il doit prendre une initiative. Et il me semble qu'il s'honorerait si par exemple, il proposait un nom de Premier ministre, il nommait un Premier ministre avec pour fonction d'exécuter les affaires courantes et de construire un budget, de faire adopter ce budget. Et qu'à l'issue, dès lors que ce budget est adopté, dès lors que la France est dotée d'un budget, et c'est indispensable, il annonce qu'il organise une élection présidentielle anticipée, c'est-à-dire qu'il part immédiatement après que le budget a été adopté. Et Gemma, si le président ne part pas de lui-même, il y a aussi l'option de lui forcer la main, de le destituer. Oui, nous sommes dans une impasse politique qui rend plus que jamais nécessaire cette destitution. C'est ce qu'a dit le leader de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, qui mène ce combat, rappelons-le, depuis plus d'un an maintenant. Merci beaucoup, Jim, et 2 experts avec nous ce soir pour aller plus loin. Oui, tout d'abord, Stéphane Rosenblatt est avec nous, qui est notre consultant pour les matières internationales et grand observateur de la vie politique française. Et puis à ses côtés, c'est Vincent Laborderie, professeur de sciences politiques à l'UC Louvain. Bonsoir à tous les deux. Merci d'être avec nous ce soir dans le Monde Orient. Vincent Laborderie, pour bien comprendre ce qu'il se passe en France, à quel point elle est exceptionnelle, négativement bien sûr, cette situation. Ah oui, elle est totalement exceptionnelle. C'est-à-dire qu'on a... La Ve République a été faite justement avec une réforme électorale avec un scrutin majoritaire pour permettre la stabilité. Et si on a un problème de l'Assemblée, on a toujours cette possibilité de dissoudre. Les dissolutions qui ont eu lieu, il y en a eu des malheureuses, mais en fait, la particularité ici, c'est que Emmanuel Macron a fait une dissolution qui n'a rien résolu. Vous avez eu des dissolutions dans le passé qui ont résolu les choses, qui ont donné une majorité à la droite ou à la gauche. Et là, on a quelque chose qui est éclaté. Ça a même provoqué plus de problèmes, sans doute. Voilà, tout à fait. Ça, c'est tout à fait clair. Et il y avait encore la possibilité de réussir à faire quelque chose et de s'arranger avec ça. Mais ce qui s'est passé, c'est que Emmanuel Macron n'a jamais intégré, j'ai envie de dire, le fait qu'il avait perdu les élections. Et en tout cas son camp avait perdu les élections législatives, ou en tout cas ne les avait pas gagnées. Il a fait toujours comme si il pouvait continuer à avoir la main, soit en nommant Michel Barnier, mais en faisant lanterner tout le monde pendant des semaines et des mois, ou ensuite en nommant des gens qui sont toujours de son camp. Donc, c'est ce qu'a dit Gabriel Attal d'ailleurs voilà, hier au JT. Tout à fait. Et en fait, vous esquissiez plusieurs scénarios. Il y en a un qui a envie de dire, comme vous disiez, sur la cohabitation, qui est très simple. C'est-à-dire qu'en Ve République, quand le président convoque des élections et les perd, eh bien, il s'efface, ça ne veut pas dire qu'il démissionne, ça veut dire qu'il prend son rôle uniquement de président de la République et il fait en sorte qu'il y a un gouvernement qui fonctionne et il laisse faire les autres, à la limite. Stéphane, quand même, quand on regarde cette séquence, on parle quand même de 3 premiers ministres, on parle d'une démission express, on parle d'un Gabriel Attal qui ne comprend plus rien à ce qui est en train de se passer dans la tête d'Emmanuel Macron. Les Français non plus. Et les Français non plus. Qu'est-ce que ça nous dit de l'état politique aujourd'hui de la France ?
Ça nous dit d'un État politique où les institutions en tant que telles ne sont pas la solution. C'est un pays qui est extrêmement divisé, mais ça ne date pas d'hier. C'est un pays qui n'a pas réglé toute une série de problèmes de fond. Il ne faut pas oublier quand même que les Gilets jaunes, qui ont démontré à quel point la société française était divisée, à quel point le déclassement, le malaise de la classe moyenne, des villes moyennes, etc., a vraiment creusé les problèmes en France qui n'ont pas disparu par enchantement. Cette crise des Gilets jaunes a été, entre guillemets, réglée par le Covid, qui l'a éteinte d'une certaine manière. Et puis après, il y a eu l'Ukraine, il y a eu le dérapage des déficits publics avec le coût de l'énergie, etc. Donc les problèmes se sont accumulés, le malaise de la société française s'est approfondi et la société politique s'est encore plus divisée qu'elle ne l'était. Et comme on vient de le dire, les institutions françaises qui, contrairement aux nôtres, sont faites pour éviter justement cet éclatement et pour permettre de dégager des majorités simples, des majorités claires et des majorités absolues, ces institutions ne sont plus capables de le faire parce que les institutions françaises, en fait, ne correspondent plus à la réalité sociologique de la France d'aujourd'hui, qui n'est plus celle de 1958, qui n'est plus celle de l'opposition d'un groupe de gauche à un groupe de droite. Aujourd'hui, en France comme ailleurs, le Rassemblement national représente un courant politique qui est quasi majoritaire, relativement, mais majoritaire, comme il est dans d'autres pays. Et le système, à nouveau, politique français qui a opposé les deux camps, ne répond plus, il pédale, en fait, d'une certaine manière. Et on voit bien, aucun des scénarios que vous avez présentés, Jim, aucun des scénarios n'assure une majorité et ne peut assurer de régler le problème. Que ce soit le départ du président, mais que ce soit la dissolution. Vous parliez de cohabitation. On va y venir. La cohabitation avec une majorité. Mais la gauche a relativement gagné en étant devant aux dernières élections lorsqu'il y a eu cette dissolution, mais n'a pas plus de majorité à l'Assemblée nationale que n'en a aujourd'hui le bloc du centre ou l'extrême droite. Vincent Laborderie, plusieurs observateurs aujourd'hui parlent de la fin d'un modèle, parlent aussi tout simplement d'une 5e République qui aura atteint ses limites. Elle est ingouvernable aujourd'hui, cette France d'aujourd'hui, Vincent Laborderie ? Avec l'Assemblée telle qu'elle est aujourd'hui, oui. Mais moi, je ne pense pas que la 5e République soit fondamentalement à mettre en cause, parce que moi, je crois que l'interprétation qu'Emmanuel Macron a fait des institutions de la 5e République ne correspond pas. C'est lui qui doit être mis en cause alors, si je vous suis bien ? Bien sûr. Il fait une interprétation des institutions qui ne sont pas la lettre des institutions. Et encore une fois, les autres présidents qui ont été mis en minorité, François Mitterrand ou Jacques Chirac, ils ont fait une lecture qui est correcte, c'est de dire que quand on perd des élections, on s'efface, tout en restant en place. Mais on laisse faire les autres, on donne la main à d'autres acteurs. Alors le problème, là, c'est que l'autre acteur n'est pas clair. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vainqueur clair. On a 3 blocs polarisés, c'est ce qu'on a dit. On a 3 blocs polarisés, mais en fait, j'ai envie de dire c'est assez simple. C'est-à-dire il faut donner la main à l'un des 3. Donc on ne va pas donner la main au Front National. On a déjà donné la main au bloc central-droite, donc il y a une logique à donner la main à un moment à la gauche. Ouais, justement, parce que c'est vrai qu'on va quand même passer en revue ces différents scénarios, même si chacun a ses défauts, évidemment. Stéphane Rosenblatt, cette histoire de cohabitation, est-ce que c'est réaliste d'aujourd'hui nommer un Premier ministre issu de la gauche, écologiste ou du PS, ou est-ce que justement ça pourrait rendre la situation encore plus explosive, surtout quand on a entendu les mots de Bruno Retailleau qui a dit hors de question pour la droite. Il y a plusieurs problèmes. Le premier, c'est que les majorités relatives, en fait, sont très éloignées de la majorité absolue, ce qui n'était pas le cas, en fait, lors des élections. Les cohabitations précédentes se faisaient avec une majorité absolue à l'Assemblée nationale ou une majorité relative suffisamment forte que pour assurer une capacité de gouverner. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. La gauche est très loin de la majorité absolue. Donc, elle doit s'allier à un des autres blocs pour espérer gouverner. Et donc ça, on en est loin. Autre problème, les lignes rouges. Aujourd'hui, dans cette société qui est divisée comme les autres sociétés européennes, on voit bien, entre autres, les totems qui sont présentés par les uns et les autres et qui rendent très difficile des négociations pour arriver à une coalition. Par exemple, la réforme des retraites. Bon, en Belgique, ça semble un peu lunaire, évidemment, le débat français, mais le retour demandé par la quasi-totalité de la gauche, mais de l'extrême droite également, de revenir symboliquement sur la réforme des retraites et de la ramener à 62 ans, qui est refusée et par le président de la République et par le bloc central. Bon, qui va céder ? C'est aussi un problème. Et puis il y a la méthode. C'est ce que l'ancien Premier ministre Gabriel Attal mettait en avant hier. En Belgique, qui n'est quand même pas... tout n'est pas simple, on le sait bien, on est bien placé pour le savoir, mais on nomme un informateur, ça prend du temps, mais on négocie le programme avant de nommer le gouvernement. Le gouvernement est finalement issu
de la conclusion du programme. En France, c'est l'inverse. On nomme un gouvernement qui, lui, derrière, va essayer de se négocier une majorité, alors qu'il est nommé avec des proches, en l'occurrence du président. Enfin, on a l'impression que les Français accumulent en permanence des difficultés qui, aujourd'hui, dans le contexte qu'on connaît en France, rend très, très difficile, à nouveau, aucun des scénarios que vous présentez. C'est vrai que Vincent Laborderie, je me mets à la place des gens qui nous regardent aussi, les Belges qui nous regardent. Effectivement, on a un pays qui fonctionne avec des coalitions assez larges, avec des compromis. Pourquoi c'est incapable de fonctionner en France ? Je suis sûr qu'on se pose la question aujourd'hui. C'est la culture politique qui est ainsi, de confrontation de gauche-droite depuis des décennies. Et ils n'ont pas réussi à faire le changement, à changer de mentalité à un moment. Il y avait un article dans Le Monde, mais c'était déjà il y a 1 an et demi, qui disait, de manière ironique, surtout ne regardez pas ce qui se passe à l'étranger. Parce que tous les pays européens ont, à un moment donné, été gouvernés en coalition, y compris le Royaume-Uni, où on a un système électoral majoritaire à un tour qui est fait pour... À un moment, il y a des coalitions, ça arrive toujours. Et même sous la Ve République, quand François Mitterrand a gagné la deuxième élection présidentielle, il a fait une coalition avec les gens, les centristes, etc. Donc on n'a pas voulu faire de coalition, on est resté dans cette logique. Mais là aussi, ce sont les acteurs politiques. Tout à l'heure, je parlais d'Emmanuel Macron, là, c'est les autres acteurs politiques qui sont tous persuadés que s'ils font des compromis, ils vont perdre des électeurs et perdre leur électorat. Avec la présidentielle en voilà. vue aussi, toujours. Mais pour moi, cette idée-là, c'est théorique. Parce qu'on peut très bien aussi penser que quelqu'un qui voit arriver un parti ou un leader qui est capable de faire des compromis, qui va mettre de l'eau dans son vin et qui va réussir à faire quelque chose qui ne sera pas idéal, mais qui fait quand même quelque chose qui sauve les meubles, eh bien peut-être que lui, au niveau électoral, il va y gagner. Mais ils ne sont pas du tout dans cette logique-là. Ouais, une manière très belge aussi de voir les choses. Le coup, on parle de coalition, de compromis. Gardons ça un peu pour plus tard. Les coalitions, regardez en Belgique, le système ça part aussi, institutionnel ne garantit pas la réussite de la formation d'une coalition. Autre scénario, justement, Stéphane Rosenblatt, c'est cette dissolution, avec malgré tout le risque d'un second échec. J'ai expliqué à quel point cette première dissolution avait fait mal à Emmanuel Macron. Mais ce ne serait pas une bonne manière aussi de redonner la parole aux Français et aussi la responsabilité presque aux électeurs français de ce possible futur échec? Alors ça, c'est la théorie, mais c'est évidemment plein d'arrière-pensées. D'abord parce que le système français et le socle du système français, c'est la présidentielle, et que la présidentielle, elle est programmée pour dans 1 an et demi. Donc c'est clair que les regards de tous les ténors de la politique française sont dirigés vers la date de la présidentielle, et donc il y a un énorme risque de cette dissolution pour un nombre important de formations. Le seul, on le voit bien, qui est partant à toute berzingue, c'est le Rassemblement national, qui lui, évidemment, pense à tout à gagner. Ce n'était pas le cas, en fait, lors de la dissolution précédente, mais aujourd'hui, les sondages le donnent plus proche. On se demandait si c'était un coup de génie d'Emmanuel Macron, rappelez-vous, la première dissolution, ou si justement c'était un petit peu un coup dans l'eau. Aujourd'hui, oui, il y a eu ce fameux front républicain qui, contre toute attente, finalement, a fonctionné mieux que prévu et qui a empêché au Rassemblement national de transformer le premier tour en victoire et une majorité absolue au second tour. On n'en est plus là en France. Et aujourd'hui, on le voit bien dans les sondages, le front républicain, il vise autant la LFI, la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, qu'il ne vise aujourd'hui le Rassemblement national. Et donc, ça pourrait bien se terminer assez proche de la majorité absolue pour le Rassemblement national, même si les sondages ne donnent pas réellement une majorité absolue, mais qui peut compter derrière sur un ralliement, évidemment, aux gagnants d'une partie de la droite républicaine actuelle, et pourrait l'utiliser comme rampe de lancement pour les futures élections présidentielles, sachant que le délai étant tellement court, ce sera difficile pour un éventuel victoire du Rassemblement national de pouvoir démontrer qu'il a échoué dans un laps de temps. Donc on comprend bien effectivement que le président n'a pas envie de porter cette responsabilité d'une victoire qui semble quasi inéluctable, enfin en tout cas plus inéluctable qu'elle était lors de la dissolution précédente. Et à nouveau, il n'y a pas de garantie derrière, en tout cas pour les autres blocs, d'être proche d'une majorité absolue quelconque. Et puis Vincent Laborderie, il y a aussi cette idée de destitution ou de démission. C'est du sérieux réellement ou c'est plus du théâtre politique ? La destitution, c'est du théâtre politique, parce qu'on n'est pas aux États-Unis, il n'y a pas de système qui permet de destituer un président. C'est lui qui décide de partir à un moment. Ce que n'a pas envie de faire Emmanuel Macron, en tout cas il l'a dit, il voudra rester jusqu'au terme de son mandat. Jean-Luc Mélenchon, il dit que selon la Constitution française, il y a quand même une manière justement de destituer un président en cas de manquement à ses devoirs, et ils estiment, alors évidemment ça, il y a l'interprétation qui joue son rôle aussi, mais ils estiment que Macron justement a manqué à ses devoirs de président quand on voit la situation des institutions françaises aujourd'hui. C'est ce que dit Jean-Luc Mélenchon. Oui, enfin bon, voilà. Et donc, LFI sera d'avis que le président doit être destitué. Mais enfin, voilà. Il faut qu'il ait volé dans la caisse.
Il faut réellement qu'il ait volé dans la caisse. C'est ce que prévoit la Constitution. Et la démission, aucun de vous deux. Non, mais n'oubliez pas, il y a un détail. Enfin, excusez-moi. Oui, non, mais c'est juste la démission, mais ça lui appartient à lui. Donc, vous y croyez pas? On ne sait jamais, mais on ne croyait pas à la dissolution non plus. Voilà, il y a un petit détail en fait en France, c'est que autant la dissolution engrange automatiquement une série de délais, 40, 60 jours, comme en Belgique. Donc évidemment, il y a des délais fixés à la campagne électorale. Mais par contre, le président, s'il démissionne, peut fixer lui-même la date de la future élection présidentielle. Il n'y a pas de délai. Donc il pourrait très bien décider de démissionner, sachant que de toute façon, les présidentielles sont prévues dans 1 an et demi. Donc il peut décider de donner un délai très long éventuel avant son départ. Parce que ça, c'est la prérogative du président. Et il y aura de la de toute façon une dissolution après l'élection, d'une certaine manière. Donc peut-être qu'on restera dans ce marasme politique, qu'importe finalement qui sera à l'Élysée. Et juste sur Stéphane, sur ce personnage, Emmanuel Macron, on a vu ces images hier seul avec seulement son service de sécurité. On voit un personnage, on a en tout cas l'impression d'un personnage de plus en plus isolé. Est-ce que ça va aller de mal en pis ou il aura un soutien de part? Alors ça, c'est comme l'expression est-ce qu'on est au bord du précipice ou est-ce qu'on est dedans, parce que franchement, le président Macron, il est isolé depuis un certain temps. Et l'échec de la première dissolution, on a la mémoire courte, mais c'est déjà le résultat d'un homme isolé qui semble avoir pris une décision catastrophique, mais seul, qui n'écoutait déjà personne. Et en fait, le deuxième mandat d'Emmanuel Macron et la fin du premier étaient déjà marqués par cette analyse-là. C'est-à-dire d'un homme qui est amené à prendre des décisions erratiques, en tout cas en politique intérieure, beaucoup moins en politique internationale, où il est beaucoup plus cohérent, en tout cas, où il semble beaucoup plus cohérent vis-à-vis de la communauté internationale. Mais en France, en fait, cette image du président Macron, seul, parfois incohérent dans ses décisions, erratique, pris de moments de déprime, de dépression. Il y avait même des rumeurs sur une dépression après sa faible victoire, enfin en tout cas la défaite aux élections législatives qui ont suivi son élection au deuxième mandat, où il n'a pu, contre toute attente, que rassembler une majorité relative pour son propre camp. Donc en fait, tout le mandat d'Emmanuel Macron est marqué par ça. Et c'est là où, à nouveau, comme vous l'avez dit, sa responsabilité est totalement écrasante. D'une part, par sa personnalité, et d'autre part, parce que les institutions lui donnent ce rôle prépondérant et qu'il ne veut jamais lâcher à nouveau l'initiative. Et il ne lâche pas. Stéphane, qu'il ne la lâche pas. On va parler de la présidentielle de 2027, mais un mot quand même avant sur Macron, qui voulait justement, lui, incarner ce dépassement des clivages. On a l'impression qu'aujourd'hui, il a plutôt renforcé ces clivages. Comment vous l'expliquez? Qu'est-ce qui n'a pas marché, Stéphane, dans ce plan d'Emmanuel Macron? Parce que, en fait... Oui, Vincent Laborderie. Oui, non, mais moi je trouve que il a dépassé les clivages en un sens. Au début, en tout cas. Mais même il a continué. Mais en fait, je trouve qu'il a beaucoup détruit et peu construit. C'est-à-dire qu'au niveau politique, il a détruit le clivage droite-gauche, mais il n'a rien construit lui-même, ou en tout cas derrière lui dans sa force politique. Et donc du coup, on a une multitude de clivages et de choses qui se sont... voilà. Et vous avez finalement... Vous avez des anciennes forces qui sont le PS et les Républicains, et vous avez des forces nouvelles qui ont émergé avec l'arrivée d'Emmanuel Macron, enfin nouvelles. LFI était nouveau, Macron était nouveau, Rassemblement national, Front national, c'est vieux, mais ils ont quand même... C'est plus la droite et la gauche, il y a la droite, la gauche, le centre, l'extrême gauche, enfin la gauche radicale. Et la particularité, c'est qu'en fait, on a multiplié les clivages sans les dépasser. Et par rapport à c'est intéressant ce que disait Gabriel Attal là-dessus. Il disait, moi je me suis engagé en 2017 derrière Emmanuel Macron pour quelqu'un qui allait partager le pouvoir et qui allait parler. Et par exemple, en 2017, il y avait quelque chose qui était très fort, qui était la décentralisation, par exemple, de dire, voilà, l'État français est trop fort, on va donner du pouvoir à des contre-pouvoirs qui sont les régions. Et Emmanuel Macron a fait exactement l'inverse, en fait. Non pas sur la décentralisation, mais sur plein de choses. C'est-à-dire qu'il a concentré un maximum de pouvoir sans investir ni un parti politique qui serait le sien d'ailleurs, ni d'autres acteurs d'une parcelle de pouvoir. Oui, en tout cas, si on parlait de démission, on parlait de destitution, on a aussi entendu Édouard Philippe parler d'une présidentielle française anticipée. Si ça arrive, qu'est-ce qui pourrait se passer justement? Oui, c'est la question qu'on va se poser en deuxième partie d'émission. Que disent les sondages? Qui pourrait devenir le prochain président de la République en 2027? Ou même avant? Marie-Jean Riès nous en dit plus d'ici une poignée de secondes.
Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez dans votre émission Le Monde ou Rien, la seule émission qui vous parle d'actu chaque soir de la semaine. C'est évidemment sur LN24. Avant de complètement changer d'ambiance et d'accueillir aussi Liane Folly dans quelques instants, nous poursuivons, Nico, sur cette grosse crise politique en France. Avec des appels à la démission, avec des appels à la destitution et à présent un appel à une présidentielle anticipée. Mais que se passerait-il si c'était le cas? Qui est le mieux placé pour devenir le président de la République française en 2027 ou avant? Marie-Jean Riès a consulté quelques sondages. Regardez. Alors, 2 sondages sont sortis récemment, un sondage IFOP fiducial pour l'opinion et un sondage Cluster 17 pour Le Point. Les résultats ne sont pas identiques, mais les tendances qu'ils dessinent sont très similaires. En cas d'une élection présidentielle en France, Jordan Bardella arriverait largement en tête avec environ 30% des voix, suivi, mais de loin, par Édouard Philippe, Raphaël Glucksmann et Jean-Luc Mélenchon avec environ 15% des intentions de vote. Et puis en 5e place, on retrouve Bruno Retailleau. Alors il faut faire très attention avec ces sondages évidemment puisqu'on est à 2 ans de l'élection présidentielle. Mais ils donnent une idée des tendances qui se dessinent en France, un paysage politique qui semble de plus en plus fragmenté. Vincent Laborderie, tout d'abord les probabilités qu'Emmanuel Macron organise une présidentielle anticipée, elles en sont à quoi ces probabilités selon vous? Aujourd'hui pas beaucoup je dirais. Voilà, mais aujourd'hui. On en reparle en janvier. Mais on parle beaucoup de la présidentielle, mais c'est juste parler d'une autre élection qui a un impact, c'est les élections municipales qui sont prévues au mois de mars. Et en fait, il y a 2, même 3 partis qui ont beaucoup à perdre là-dedans si on fait des législatives, si on fait une dissolution, c'est les écologistes, le PS et les Républicains. Parce que les élections municipales, évidemment, sont sur des enjeux locaux. Mais si, quelques semaines avant, on a une élection nationale, donc législative, avec par exemple le Rassemblement national qui fait un score fantastique, vous pouvez avoir un effet d'entraînement. Et donc c'est peut-être ça qui va sauver les choses et qui va faire qu'on peut avoir un gouvernement de coalition entre ces acteurs-là qui n'ont pas intérêt à ce qu'il y ait une dissolution. À garder à l'œil, évidemment, ce sera pour le mois de mars. Stéphane, on a entendu avec Marie-Jean Riès ce chiffre, 30% pour Jordan Bardella. Il y a un boulevard aujourd'hui pour l'extrême droite, pour cette présidentielle qui va donc se passer au maximum en 2027. Oui, enfin, comme il semblait y avoir un boulevard aux élections législatives d'il y a un peu plus d'1 an, et rien dans la situation française n'arrange les choses. Maintenant, c'est vrai que la grosse différence, et c'est vrai qu'on le disait déjà tout à l'heure, c'est la puissance du Front républicain qui a toujours empêché le Rassemblement national dans le système français, en tout cas à 2 tours, de traduire le choix du premier tour en une majorité au 2e tour, bloqué par une coalition finalement des extrêmes entre la gauche et la droite républicaine. Et aujourd'hui, c'est ça qui semble s'effacer et qui donne donc une crédibilité beaucoup plus grande à la probabilité de victoire de l'extrême droite. Sachant aussi, et c'est étonnant, c'est que Marine Le Pen, qui risque d'être empêchée de se présenter aux élections présidentielles si elles ont lieu normalement par son procès en appel qui a lieu en janvier-février 2026 dans son affaire de financement de partis politiques au Parlement européen, en fait se voit parfaitement remplacée dans les sondages par Jordan Bardella, qui n'a aucune expérience politique, qui n'a jamais occupé le moindre poste électif, et qui là d'un coup, et ça montre, mais ça montre à quel point le niveau de rejet, le niveau de mécontentement, qui à nouveau n'est pas l'apanage de la France, parce qu'on le retrouve dans d'autres pays, semble propulser même un jeune homme à une fonction qui pourtant c'est quand même le chef des armées, avec l'importance du pouvoir régalien en France, l'arme nucléaire, et qui semble en fait dire que finalement Le Pen, Bardella, c'est blanc-bonnet et bonnet-blanc, parce qu'on veut se séparer, on veut se séparer de la classe politique telle qu'elle existe en France aujourd'hui. Donc oui, aujourd'hui, le grand favori, c'est le ou la candidate du Rassemblement national. Vincent Laborderie, mais effectivement, quand on voit les sondages, on se pose quand même cette question, qu'est-ce qui pourrait empêcher l'extrême droite d'y arriver? Oh, les Français. Voilà, mais moi, faut rappeler ça, vous l'avez rappelé, que il y a eu ce qui s'est donc ça s'est passé vraiment aux dernières élections législatives, ce Front républicain, et le fait que oui, Jordan Bardella peut avoir 30% au premier tour, mais il faut encore aller chercher 20% des Français qui voteront pour eux au second tour, et c'est pas gagné du tout. Mais qu'est-ce qui a changé? C'est Mélenchon, se dire que parfois, peut-être des Français vont se dire je fais autant barrage à la gauche radicale qu'à l'extrême droite. C'est ça la grosse différence par rapport à ce front républicain qui a chaque fois fonctionné face à l'extrême droite? Je ne suis pas sûr qu'il y ait fondamentalement des choses qui aient changé. Quand le sondage qui était cité, la grande chance de Jordan Bardella, c'est si jamais au second tour, il est face à Jean-Luc Mélenchon. Voilà, ça c'est sûr. Mais
Après, vous avez les électeurs Jean-Luc Mélenchon, enfin, j'ai pas de boule de cristal, mais il n'y a pas de raison qu'ils changent d'avis et qu'ils décident, qu'ils refusent de voter pour un Raphaël Glucksmann pour faire barrage à l'extrême droite. Même si on se rappelle quand même que ce Front républicain qui a fonctionné aussi aux dernières élections explose aujourd'hui d'une certaine manière. On a quand même des gens qui ne s'entendent pas entre la gauche, entre les écolos, entre Glucksmann, entre Mélenchon. Oui, parce que la s'entendent peur pas. de Mélenchon, on ne sait pas ce qu'il en est des électeurs aussi. La peur de Mélenchon dans une partie de l'opinion, y compris dans l'opinion du centre évidemment, est plus grande que ne l'est encore la peur de l'extrême droite et de Bardella ou de Le Pen, qui a tellement lissé, en tout cas en ce qui concerne Le Pen, son discours, qu'effectivement il semble plutôt rassurant pour une part de l'opinion qui ne le voyait pas comme ça. Donc effectivement, la dédiabolisation du Rassemblement national dont on a tellement parlé, elle est à l'œuvre. Maintenant, à nouveau, là il faut relativiser, il y aura une campagne. Et vous vous souvenez de la campagne de Marine Le Pen lors du premier mandat et la manière dont elle a été carbonisée, si je puis me permettre, dans le débat présidentiel par Emmanuel Macron. Ce serait peut-être pas Macron en face. Aujourd'hui, on voit bien que Bardella, il est encore un peu tendre et que ceux qui se retrouveraient face à lui, évidemment, voudront démontrer son incompétence sur le plan économique, etc. Et il ne s'en est jamais hyper bien sorti, très bien au niveau de la personnalité, mais jamais hyper bien au niveau des arguments lorsqu'il s'est retrouvé dans les débats, entre autres ceux d'élections législatives. C'est vrai que là, on fait un peu de la politique fiction, mais ça peut être encore un piège pour le Rassemblement national aujourd'hui. Si c'est effectivement un Jordan Bardella qui sera le visage phare de ce parti pour la présidentielle en 2027, ça peut à nouveau être un piège pour ce parti d'avoir quelqu'un effectivement qui se loupe totalement dans un duel face à un autre candidat pour la présidentielle, par exemple. Non, mais je suis pas sûr que... Vraiment, je pense pas que Jordan Bardella se louperait comme Marine Le Pen s'est loupée. Pourquoi ? Parce que lui, je crois qu'il est conscient de ses limites et que donc il serait capable d'éviter un peu les coups et de dévier la conversation sur autre chose ou de noyer un peu le poisson. Il est plus malin ? Peut-être. Et puis, il peut aussi refuser de faire le débat. On peut pas... Voilà. Voilà. Donc, il est populaire à ce point de se dire qu'il pourrait être élu, même s'il refuse un débat présidentiel. C'est ce que vous dites. Je sais pas, mais ce que je veux dire, c'est qu'il peut aller au débat tout en évitant le débat au maximum et en répondant à coup. Enfin, voilà, en ayant des choses bien préparées. Ouais. Voilà. Tant qu'on est dans la politique fiction, vous voyez une autre personnalité qui pourrait émerger ou simplement juste exister. On parle de Gabriel Attal, d'Édouard Philippe, d'autres noms aussi qui circulent. Vous en voyez un, vous, en particulier ? Non, pas particulièrement, mais après, voilà, la vie française et la vie politique française est faite de surprises. Il y a les noms qui ont été cités. Après, oui. Mais ça va être la chasse au canard, parce que quand vous voyez le nombre de candidats au centre, entre Édouard Philippe, Attal, Darmanin, l'actuel ministre de la Justice, Retailleau aussi. Donc franchement, là, les dégâts... Et on sait très bien qu'au centre et à droite, la division, elle est mortelle, et elle est criminelle, enfin en tout cas politiquement pour eux. Et ils sont quand même les champions du monde, effectivement, de l'autodestruction. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir pris le temps de nous aiguiller aussi sur cette crise politique que traverse justement la France, nos voisins. Pour une fois, on le dit souvent, pour une fois que c'est pas chez nous, profitons-en aussi pour prendre le temps de l'analyse. Nico, on poursuit cette émission évidemment, on poursuit le monde ou rien, mais en images. Oui, avec d'abord 2 ans après l'attaque terroriste du 7 octobre, les images en Israël entre hommage et espoir, bien sûr, du retour des otages. Direction aussi le procès en appel des viols de Mazan avec Gisèle Pellicot face à un accusé qui conteste toujours. Et puis c'est la semaine des prix Nobel et le monde entier a les yeux rivés sur celui de la paix qui sera décerné ce vendredi à Oslo. Tout ça, c'est dans l'arrêt sur image et c'est signé Louis Dominé. Et on commence avec ces images, le site du festival Nova au sud d'Israël. Il y a 2 ans, jour pour jour, plusieurs centaines d'Israéliens y ont été tués par le Hamas alors qu'ils faisaient la fête. Aujourd'hui, les familles des victimes se souviennent dans la douleur. Yeah, I was here at the Nova festival. We came 10 people and came back 7. 3 of our beloved friends unfortunately died here. Today we're mentioning the 2 years from the event and still we cannot capture it, like believe that it really happened. 2 ans après cette attaque, le souvenir de ce matin du 7 octobre continue de hanter la population israélienne, particulièrement les habitants des kibboutz, ces petits villages proches de la bande de Gaza, l'une des premières cibles des terroristes du Hamas. My grandchild, the big one, is 6 years old. When you close the door, he's afraid.
When you open the door and someone is shouting, he's afraid. He was only 4 years old when we were here in October 7. Au total, 1219 personnes ont perdu la vie et 251 otages ont été enlevés le 7 octobre 2023. Ce matin, des rassemblements ont également eu lieu à Jérusalem et à Tel Aviv pour appeler notamment à la fin de la guerre et au retour des 48 otages encore détenus dans la bande de Gaza. Alors que des négociations sont en cours pour tenter d'arriver à un cessez-le-feu suite au plan proposé par Donald Trump. There is a deal on the table. There is an opportunity to end this war and bring everybody back home. We all deserve it. We deserve it. Our neighbors deserve it. We want this war to end and all to come back to their homes. Une guerre de représailles a suivi ces attaques. À Gaza, ces 2 dernières années, 67 000 personnes sont mortes, d'après les chiffres du Hamas, jugés plausibles par l'ONU. Et on continue en France avec cette image. Gisèle Pelicot, à nouveau face à l'un des hommes accusés de l'avoir violée alors qu'elle était endormie et droguée par son ex-mari. Elle a fait son entrée ce matin dans le palais de justice de Nîmes, soutenue par l'un de ses fils et sous les applaudissements. Cette semaine se tient le procès en appel des viols de Mazan, un peu plus d'1 an après l'ouverture de ce procès inédit qui a marqué le monde entier et fait de Gisèle Pelicot une figure féministe et un exemple de courage. Pendant une dizaine d'années, elle a été violée par des inconnus invités par son ex-mari qui la droguait. L'accusé, un ancien ouvrier de 44 ans qui comparaît libre pour des raisons de santé, estime ne pas avoir eu l'intention de violer Gisèle Pelicot. C'est toujours le sentiment qu'il a eu, il a toujours ressenti le fait d'être allé chez un couple qu'il pensait être un couple libertin et s'être retrouvé piégé par un homme qui, on l'a su ensuite, cyniquement abusé de sa femme depuis de nombreuses années. Dominique Pelicot, lui, a comparu ce mardi en tant que simple témoin, n'ayant pas fait appel de sa condamnation à 20 ans de prison. L'information est limpide, il vient en connaissance de cause, il sait exactement à quoi s'attendre, il sait que le sommeil est artificiel, il sait l'information cherche complice pervers pour abuser de ma femme endormie par mes soins. Enfin voilà, donc il n'y a pas de jeu sexuel, il n'y a pas de jeu de rôle, il n'y a pas de je fais semblant de dormir et je vais me réveiller, il n'y a rien de tout ça. Depuis l'ouverture de ce procès en appel hier, Gisèle Pelicot n'a pas encore pris la parole. Et on termine avec cette image, il s'agit de la remise des prix Nobel de physique et cette année, il est attribué à un trio de chercheurs travaillant sur la physique quantique, à leur plus grande surprise. Hier, c'est le prix Nobel de médecine qui a été attribué, lui aussi à un trio, 2 Américains et un Japonais récompensés pour leur travail sur le système immunitaire humain. Diseases and different conditions that are impacted by either too much immune reaction or not enough, and just understanding, key players in the regulation of the immune system are, makes a huge contribution to the field in general. Le comité Nobel continuera de remettre des prix tout au long de la semaine, dont le fameux prix Nobel de la paix, prisé cette année par un certain Donald Trump. Verdict ce vendredi. Et c'est la fin de cet arrêt sur image. À demain. L'arrêt sur image de Louis Dominé, c'est tous les soirs dans le monde orient, puis quand vous le souhaitez sur LN24.be. Nico, dans quelques instants, on va mettre l'actu derrière nous et on se prépare à accueillir une grande personnalité, puisque c'est Liane Folly qui va venir s'installer. Oui, ça va bientôt faire 40 ans que Liane Folly occupe la scène avec ses imitations, ses rôles à la télé, au théâtre ou avec ses chansons. Et elle n'est pas près de s'arrêter avec notamment ce dernier One Woman Show qu'elle vient nous présenter ce soir avec en plus 4 dates en Belgique. Tout ça, c'est d'ici quelques instants. Restez bien avec nous dans le monde orient. De retour dans le monde orient, merci de nous suivre sur LN24, toujours avec Nicolas Pipin évidemment. Nico, place à notre grand invité, place à la règle de 3 de Liane Folly.
Et Nico, comme chaque soir, 3 mots pour présenter la personnalité présente sur notre plateau ce soir. Et le premier mot que j'ai choisi pour votre portrait, c'est sourire. Parce que tout a commencé pour Liane Folly à la droguerie du sourire, commerce tenu par vos parents. Vous êtes né et vous avez grandi à Lyon, dans le quartier de Perrache. Et vos parents, marchands de couleurs, mais psy et clown dans le quartier, ne vous ont en quelque sorte pas laissé le choix. Tu seras artiste, tu seras chanteuse. Votre destin était déjà tracé. Au départ, il y a eu le piano, le solfège, la danse classique, le modern jazz évidemment. Et puis l'orchestre Black and White, créé par votre papa, avec votre maman qui s'occupait des costumes. Ça vous a donné le goût inévitablement du spectacle. Le son jazzy, son ambiance ne vous ont jamais quitté et vous collent d'ailleurs à la peau avec des titres qui sont devenus emblématiques, comme Au fur et à mesure, La vie ne m'apprend rien, Doucement, ou encore On a tous le droit. On a tous le droit d'aimer sa vie ou pas, de faire sa route, de faire son choix. On a tous raison de se poser des questions, d'oser dire non. On a tous le droit d'aimer sa vie ou pas, de faire sa route, de faire son choix. On a tous une chance, c'est pas perdu d'avance, la différence. On avait la laissé tourner cette chanson. On la connaît par cœur, on l'a chantée en loge. Deuxième mot de ce portrait, Nico. Le choix ce soir, c'est pluriel. Oui, chanteuse, actrice, humoriste, comédienne, compositrice, imitatrice. Y a-t-il un art que vous ne maîtrisez pas, Liane Folly? Est-ce ce qu'on appelle en France une artiste plurielle? Ou plutôt, comme elle le dit, une artiste carte de restaurant avec plusieurs menus à l'intérieur. Et vous le faites toujours avec un bonheur immense. Vous êtes, et c'est vous qui le dites, une empathique à haut potentiel, une EHP. Ne cherchez pas ce mot dans le dictionnaire, c'est une pure invention de Liane Folly. Et l'homme qui a poussé Liane Folly à dépasser les frontières de la chanson, c'est notamment lui. Quoi que je fasse, où que je sois, rien ne t'efface, je pense à toi. Et puis dernier mot, Nico, c'est parenthèse. Oui, parce qu'on est toujours très heureux de faire cette parenthèse avec vous, Liane Folly, ce soir. Mais ce mot parenthèse, c'est justement le mot qu'a utilisé Jean-Jacques Goldman pour vous conseiller de vous pencher sur vos talents d'imitatrice. Un mot anodin, mais qui a visiblement résonné chez vous. Vous vous êtes ensuite décidé à monter toute une série de spectacles mêlant la chanson et l'imitation. Ça a même donné naissance à une trilogie. Et après la folle parenthèse, après la folle part en cure, place à la folle reparenthèse. Raison pour laquelle vous êtes avec nous ce soir. On regarde à quoi ça ressemble. Bonsoir. Vous savez pas ce qui m'arrive? Comment tu vas? Ça va, Liane? Ils sont nombreux là-dedans, ça fait des travaux, ça. Rien que pour les faire chier, tous ces cons, hein. Et je leur ai dit, Babar vous emmerde. Or elle il a un swag de ouf. Et je t'avoue même que j'ai un petit crush. Et bonsoir Liane Folly. Bonsoir, quel charmant plaisir. jeune homme. Ben oui, au pluriel j'espère, parce que ça c'est lui qui a fait le portrait. Ouais, j'espère, sinon je prends mal. Jeunes hommes, voilà. On est très heureux de vous recevoir ce soir. C'est Nicolas et Olivier, c'est bien ça. Dites-nous. Vous appelez Nicolas Jim et Olivier. et Nicolas. Jim et Nicolas. Comment vous appelez? Jim. Ah, Jim. On s'est vu il y a 2 ans, on s'était trop marré sur ce plateau, je suis déçu. Évidemment. Mais il s'était même passé quelque chose. Il y avait un Olivier sur le plateau. Il s'était même passé quelque chose. Ah, vous aimez les cougars, vous? Je ne répondrai pas à cette question. Merci d'être là en tout cas pour ce One Woman Show. On l'a dit, la folle parenthèse avec 4 dates en Belgique déjà annoncées. Le 18 décembre au Centre culturel de Dorghem, le 1er février au Théâtre de la Louvière, le 20 février au Détat de Namur et puis le 21 février au Centre culturel de Bastogne. Et puis vous serez aussi une surprise au Festival international du rire. On en parlera évidemment dans quelques instants. Mais avant ça, vous avez commencé il y a plus de 35 ans votre carrière, vous avez tout connu, les zéniths, la télé, les disques d'or. Qu'est-ce qui vous donne encore envie là de remonter sur scène et encore de prendre des risques? Alors, ce show, ça fait un petit moment qu'il est sur scène, hein, ça fait bientôt 3 ans. Moi, j'ai envie, l'envie, c'est mon moteur. Hein. L'envie, c'est bien connu, c'est 2 mots, c'est envie. Pour vous prouver que je suis toujours en vie. Mais c'est une dépendance, la scène, presque? C'est plus que ça. Je pense que c'est l'élément qui me convient le plus. C'est là où je me sens le mieux. Je dirais, j'ai la chance, évidemment, d'avoir un métier extraordinaire, celui d'amuser les gens, de les divertir, que ce soit en musique ou en humour. Et en fait, la scène, c'est mon élément, c'est ma maison. En même temps, c'est mon refuge. J'ai foulé la scène, j'avais à peine 5 ans quand j'étais petit rat à l'Opéra de Lyon. Et puis, ça n'a jamais arrêté ensuite. Voilà.
Et justement, un petit mot d'abord sur Laurent Ruquier aussi, puisqu'hier il y avait une émission spéciale des grosses têtes à Bruxelles, avec beaucoup de Belges. Il n'y avait que des Belges, sauf nous deux. Ouais, c'est ça. Sauf Laurent et moi. Prochaine fois, on sera là, j'espère. Mais effectivement, il y avait Cody, il y avait Gueuluc, il y avait Philippe Boxeau. Oui. Comment c'était ? Ah ben c'était super, il y avait la reine Christine au Krent et non et en fait le public extraordinaire. Comme en Belgique toujours, franchement. C'est gentil. Moi, j'ai commencé ma carrière. Maintenant, c'est sincère et c'est véridique. J'ai commencé ma carrière parallèlement en Belgique et en France, et depuis toutes ces nombreuses années, c'est un public inégalable. En Belgique, vous êtes extraordinaire. Avec donc en plus, on prend tout ça. Hein. Oui, non, mais c'est la vérité. Ça a l'air sincère en tout cas. Ah ben, ça l'est, forcément. Ça l'est, avec cette magnifique salle du Cirque Royal de Bruxelles alors, aussi. Alors oui, et puis il y a un vrai... Alors je vais vous expliquer, parce que vous ne vous en rendez pas compte, mais le public belge a un entrain, a une bienveillance, même ne serait-ce que dans les médias également. Hein. Non, je vous assure, mais moi j'aime beaucoup la Belgique. Bon, on est content de vous avoir à chaque fois. Et je suis heureuse d'être là. La Belgique vous aime beaucoup aussi. On va reparler effectivement de ce spectacle, je le disais, La Folle repart en scène. En thèse. En thèse, pardon, j'ai dit en scène, mais voilà, je repensais au Cirque Royal. C'est le bilan de la sexygénaire. C'est ça, la sexygénaire pour Jim. Attention. Oui, ça c'est pour vous, on doit regarder dans les yeux. C'est la fin d'une trilogie, vous dites, après il y en aura plus, c'est vraiment ces 3 spectacles-là. Il y aura d'autres choses. J'ai fait, la parenthèse, c'est une trilogie. Ouais. Bon, après, je vais avoir d'autres projets. Vous savez, j'ai toujours surpris le public, les gens, moi-même d'ailleurs. Alors, quand vous dites... c'est vrai que Jean-Jacques Goldman m'avait soufflé le mot de la parenthèse. En revanche, je travaille avec mon manager depuis 30 ans maintenant, et qui, avec Laurent, qui a toujours cru en ce que je lui proposais aussi, et c'était son rôle. À l'époque, quand il a toqué aux portes pour aller dire elle va faire de l'imitation, ça, on l'a pris pour un fou, carrément. Enfin, je veux dire, c'était... Et puis ensuite, on s'est lancés, tous les deux, on a osé. Et les gens se sont rendus compte que je faisais ce rôle. Il est pratiquement anglo-saxon. C'est l'entertainment. On est de l'école de Julie Andrews, de Liza Minnelli, de tout ça. Et on n'est pas du tout. C'est pas français réellement que d'avoir plusieurs cordes à son arc. J'ai lu que c'est arrivé très jeune chez vous, l'imitation. Vous avez commencé par imiter justement les clients du commerce de vos parents. C'était quoi le déclic ? Comment vous avez commencé l'imitation, vous ? À 7-8 ans, je me rends compte que je regarde beaucoup, même à l'école, les maîtresses, tout ça, et que je refais je commence à regarder la télé, j'imite les chanteuses devant mon miroir, tout ça. Et c'est mon père qui va se rendre compte très tôt que j'ai une voix. Que je sais chanter, que je chante juste, que c'est lui qui va tout d'abord avoir cet instinct, et puis qui va me tendre aussi mon tout premier micro avec cet orchestre qui crée familial. Mais surtout, je pense que c'est un destin quelque part. J'ai eu les parents rêvés pour faire ce que je fais. J'aurais pu aussi très bien ne pas m'intéresser. Donc il y a une magie quelque part. Il y a ce troisième volet, c'est aussi un hommage à mes parents. Et puis ça a été la combinaison parfaite, vous le disiez, c'est vrai que vos parents voulaient que vous deveniez chanteuse, artiste. Vous le vouliez aussi, parce que parfois on a des parents qui mettent une pression alors qu'on n'a pas du tout envie d'être artiste. C'est vrai, ou le contraire, là c'était parfait. Oui, mais en même temps, mes parents, ils adoraient rire. et quand j'ai commencé... alors eux, ils ont adoré, hein. La folle parenthèse, parce que ça leur correspondait aussi, c'était quelque chose. Ils me connaissaient comme ça à la maison toute petite, j'avais un côté clown où j'imitais, etc. Alors après, je fais des belles rencontres, André Manoukian, Philippe Viennet, on crée l'image, Liane Folly, le son Liane Folly, on signe chez Virgin, la maison la plus branchée au monde français, et après, moi, j'allais pas dire tout de suite, oui, je peux imiter, ouais, c'est ça, je peux faire la bonne du curé. Donc à un moment donné, je l'ai mise un peu en veilleuse pendant quelques années. Puis après, très vite, c'est arrivé quand même le déclic où pendant les télés, on me demandait d'imiter. Ou sur scène, je présentais mes musiciens. Mais ce que vous préférez au final, c'est imiter ou chanter ? Non, moi j'aime tout ce que je fais. C'est tout, c'est le tout. Non, chanter, c'est merveilleux. Non, mais disons que on peut dire qu'au bout d'un moment, j'avais enchaîné aussi. C'était assez difficile. J'avais enchaîné tous les albums, les lives. Et moi, je fais beaucoup de scènes.
Je ne suis que sur scène. Le spectacle vivant, je l'ai épousé très jeune. Donc, j'ai eu envie, à travers ça aussi, de comme souffler un peu et puis prendre un autre chemin, mais qui est complètement lié. Hein. Oui, vous êtes très bienveillante, Liane Folly. C'est quelque chose qu'on sait sur vous. Comment est-ce qu'on fait pour imiter sans se moquer ? Est-ce qu'on y fait attention, ça ? Alors, c'est pas vraiment se moquer. Vous savez, ce qui fait le plus rire Parfois, c'est inconscient. Hein. Non, ce qui fait le plus rire les gens, c'est la vérité. Voilà. Les vérités universelles, souvent aussi. La vérité fait rire les gens. Quand je fais Carla Bruni, comme ça, je dis « mon amoureux va très bien ». Voilà. Et c'est la vérité qui fait rire. Et ça peut pas être pire. Quand je fais parler, c'est vrai que Lynn, pendant le confinement, elle a étudié le langage des jeunes. Lynn Renaud, oui. Oh, dis donc, arrête, hein. Dis donc. Elle insulte Muriel parce qu'elles sont en train de parler ensemble, etc. Oui, Muriel Renaud, Robin, bien vous sûr, faites très bien aussi. c'est un truc de ouf, ce truc. Hein. Bon, arrête. Je sais pas ce que tu dis, je comprends rien à ce qu'elle dit. Voilà. Et je crée des rencontres, je fais rechanter ensemble Jeanne Moreau et Vanessa Paradis, qui sont vraiment aux antipodes de voix. Donc moi aussi, je m'amuse beaucoup. Et c'est pour moi un exercice constant aussi de musical, d'équilibre vocal. C'est un tout. C'est comme une comédie musicale en fait que j'aurais mis. Avec une seule actrice pour le coup, enfin une seule comédienne. La comédienne. Et au final, c'est laquelle l'imitation que vous préférez faire ? Oh, je crois que j'ai pas du tout de. C'est la mienne, Liane Folly. Je crois que je préfère ma voix. Non, mais. Catherine Fro, vous aimez bien la faire, je pense. Oh oui, hein. Alors, c'est Nicolas. Oh ben Nicolas, on peut l'emboîter si tu veux. Ouais. Voilà. Donc non, ce que je veux dire, c'est que j'ai pas de préférence et on s'amuse de tout ça. C'est tout un. Je pense que la vie, on dit ouais, c'est pas terrible, il faut pas la prendre trop au sérieux. Et en fait, c'est ce que j'essaye de faire aussi à travers ce que je fais. Mais j'ai une vie extraordinaire. Je fais le métier dont je rêvais. J'ai fait des très belles rencontres magnifiques dans ma vie. Franchement, j'ai pas à me plaindre. Après, évidemment, c'est pas arrivé tout rose tout cuit et que j'ai eu aussi beaucoup de, comme tout le monde, j'ai eu beaucoup de choses difficiles dans ma vie, de déceptions, mais ça, moi je suis positive. Enfin, je reste positive. Vous savez, Jean-Jacques Goldman, on en parle, mais il dit toujours de moi. Il me dit ce que je préfère chez toi, c'est ton enthousiasme. Et ça, que les personnes qui me connaissent bien aient ce sentiment, ça au moins ça me comble. Et puis je sais que la transmission est importante pour vous et vous transmettez aussi de la joie aux gens, ce qui est important. Oui, et la transmission par ce qu'on fait au niveau culturel, dans la musique, c'est bien pour ça aussi que je fais ces shows. Parce que je leur rappelle que Bardot a chanté, que Marilyn Monroe existait, que les jeunes filles qui sont dans la salle, il y en a beaucoup, elles comprennent par qui j'ai été inspirée, comment... Enfin, tout ça, c'est quand même de la transmission culturelle et c'est vers ça aussi que je veux aller. Parce que en France, on a un répertoire extraordinaire, la Belgique aussi, mais ce que je veux dire, en France, on a des compositeurs qui ont fait les plus belles musiques qui sont jouées dans le monde entier, hein. Et toute cette culture-là, moi, j'aimerais bien qu'à l'école, on ait des cours de la musique. C'était quoi en France ? Ça serait génial, de Maurice Chevalier, Joséphine Baker, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au rap, jusqu'aux jeunes chanteuses. Moi, j'aimerais bien. Et comme on est voisins, on a souvent eu... Regardez, par exemple, Ne me quitte pas a été quand même écrite par un Belge et un Français, il ne faut pas l'oublier, le mari de Juliette Gréco. Une des premières chansons. Ouais. Évidemment. Pour revenir sur vous, dans la folle parenthèse, vous retracez donc votre parcours d'artiste, votre parcours de femme. J'ai une question super bateau à vous poser, mais êtes-vous libre? Ça arrive, de temps en temps. Jim, je vous vois arriver. Qu'est-ce que vous vous dites en regardant en arrière? Calme-toi, Et puis j'ai une question subsidiaire en plus. Qu'est-ce que la toute petite Liane Folly penserait de la Liane Folly qui est devant nous ce soir? Alors déjà, la toute petite, elle s'appelle Eliane Faliex, elle s'appelle pas Liane Folly. Et non... alors, non, il y a une certaine fierté, pas dans le sens arrogant, pas dans le sens prétentieux, une fierté de cœur, de gratitude.
Ça c'est, elle dirait ça. Et surtout, t'as bien fait parce que tu m'as tellement cassé les bons becs avec tes rêves, ce que tu voulais faire. Que bon, ça y est, ils ont été exaucés, c'est bon. Maintenant, c'était quoi la première question? Est-ce que la petite... c'est ce que je dirais. Non, il y avait une ce que première vous dites partie. en regardant en arrière, justement, quand vous regardez votre carrière, tout ce que vous avez pu tout ça. accomplir. C'est de se dire... et puis, surtout, c'est quand on arrive à un âge... voilà, on peut dire que c'est vraiment encore une nouvelle porte. Hein, la soixantaine, c'est autre chose. C'est le 3e acte et que celui-là, il faut le réussir. Parce que ça, c'est très important. Et moi, je crois que ça prend une place finalement essentielle aujourd'hui dans ma vie, d'être heureuse et de garder cette énergie, cet enthousiasme. Et c'est pas évident. Vieillir, oui, mais bien vieillir, il faut s'y atteler. Dans la vie, on a parfois aussi quelques regrets. Oui. J'ai lu que vous avez failli faire un duo avec George Michael, c'est vrai ça? Oui, je devais le rencontrer, mais juste avant qu'il ait un petit problème et qu'il ait un peu de retard. Donc on le fera. On le fera un jour ou l'autre, c'est pas grave. Non, mais de toute façon, dans l'absolu éternel, on fera un duo quand je le rejoindrai. Non, mais ce que je veux dire... On ne vous souhaite pas du tout ça. Hein, non, alors des regrets, je vais vous dire, ils sont positifs, mes regrets. Par exemple, Barbara. Oui. Voilà, un jour, Barbara me propose, on se parlait très longtemps par téléphone et un jour, comme ça, elle me dit, mon petit, parce que je voulais qu'elle vienne un spécial Taratata, faire un duo avec moi. Et elle a éclaté de rire au téléphone. Elle m'a dit, mon petit, enfin, je ne me montre plus à la télévision. Ça fait longtemps maintenant, je ne me montre plus. Je lui dis, mais chère Barbara, je la vous voyais. Moi, j'appelais madame. Et j'étais toute jeune, hein, je démarrais au tout début. Et elle me dit, mais en revanche, je veux bien vous faire un album. Et quand elle me dit ça, j'ai pas réalisé. On ne comprend pas directement. Quand je ne comprends pas. En même temps, je vis avec l'homme qui fait mes chansons. Enfin, c'est compliqué. Voilà. Peut-être pour Barbara, on peut tromper son... oui, mais alors du coup, je ne sais même pas s'il l'aurait bien pris, même venant de Barbara. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. En parlant d'immenses chanteuses, justement, Liane Folly, et pour terminer, vous avez aussi un lien très particulier avec deux monuments de la chanson belge, pour le coup. Hein, ce sont donc Morane et Annie Cordy. Oui. On va regarder justement cette capsule avec Louis Dominé et on en parle juste après. Bien sûr. Et oui, la Belgique, ça vous connaît. Vous avez d'ailleurs commencé votre carrière en parallèle dans les deux pays. Puis vous avez aussi bien connu certaines personnalités belges. Par exemple, Morane, que vous avez rencontrée à votre arrivée à Paris. Une amie extraordinaire. Pour vous, sa disparition a d'ailleurs été un moment très difficile. Puis Annie Cordy aussi, que vous avez rencontrée lorsque vous étiez jeune. Elle était marraine d'une école de comédie musicale à Lyon. Vous avez d'ailleurs déjà dit qu'elle avait été un exemple pour vous de par sa capacité à exercer dans de nombreuses disciplines. Morane, Annie Cordy, qu'est-ce qu'elle représentait pour vous, ces deux artistes-là? Mais Morane, c'est une rencontre. Déjà, Morane était déjà célèbre quand je suis arrivée à Paris. On habitait juste, on était voisines avec André. Quand on a débarqué à Paris, on était vers République, on était voisines et tout de suite, on a été très liés. Moi, j'avais une immense admiration pour elle. On a partagé une très belle histoire. Ce qui n'est pas toujours évident quand on est chanteuse, vous voyez ce que je veux dire. Bien sûr. Et non, il y avait un lien plus que ça, de sororité assez fort. Et puis, c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup, mais surtout Morane, c'est une des plus belles voix qui existent et je pense que je la mets dans la case des Barbra Streisand. C'est pour moi, c'était une âme qui s'exprimait, qui chantait. Morane, c'était merveilleux. Alors, je pense à elle très souvent. Et sur scène, je lui rends hommage, d'ailleurs. Voilà, dans mon spectacle, absolument. Cette magnifique voix qui nous manque beaucoup, celle de Morane. Oui. Vous ne la faites pas du tout, mais vous allez bientôt fêter vos 40 ans de carrière, on le disait. Oui. Est-ce que quelque chose est prévu ? Oui, mais c'est une surprise. Même pour nous, vous pouvez pas dire. Comment ? Même pour nous, vous pouvez pas le dire ce soir. Ah ben non, mais c'est pas ça. C'est que pour l'instant, vous savez, moi, je vis l'instant présent. Je suis quand même prudente. Je suis française, attention. Donc, je suis très prudente. Non, c'est pas ça. C'est que je suis en train de dessiner ce qui viendra par la suite. Évidemment, je vais faire quand même une petite pause entre, quand même reprendre un peu mon souffle. Mais oui, j'ai 40 ans. Mais 40 ans qui arrivent très bientôt et ces 40 ans-là, il faut les préparer. Bien Donc sûr. la surprise sera musicale, évidemment. Il y a un livre qui arrive aussi.
Pardon ? Il y a un livre qui arrive aussi. Oui, en 2026. Ouais, qui n'a rien à voir avec les 40 ans de carrière. Non, où mais je vais qui est lié beaucoup à votre parler vie de vous, aussi. chers amis. Ah, on regardera ça avec attention. Oui, Nicolas, Jim, mon amant mystère de la Belgique. Ah ben voilà, on a enfin un livre dédié à nous. Liane Folly, merci. Vous restez encore. En tout cas, c'est un bonheur d'être avec vous. C'est un plaisir de vous avoir. Merci beaucoup. Vous restez encore un tout petit peu avec nous. Oui, bien sûr. Est-ce que vous aimez les réseaux sociaux ? Ah oui. Ah oui. Moi, je me suis adaptée. Vous savez, j'ai pas eu le choix. Ouais. Mais moi, je suis très Instagram. Que Instagram, d'ailleurs. Regardez, ça tombe bien, parce qu'on va se poser une grande question. Que s'est-il passé sur les réseaux sociaux et sur Internet ? Élément de réponse avec le scroll de Marie-Jean Riès. D'accord. Salut Marie, on en a déjà parlé dans cette émission, mais tu voulais quand même commencer par revenir sur ce qui se passe en France. La démission de Sébastien Lecornu, on peut le dire, fait beaucoup rire les réseaux sociaux. Alors c'est sûr qu'il vaut mieux en rire qu'en pleurer, et c'est bien ce que font les réseaux sociaux, regardez. Messieurs, dames, bonjour. Désolé de vous déranger pendant votre trajet. Actuellement président de la République, j'ai plus de Premier ministre. J'en recherche un pour plus de 24 heures. Ah, le voilà. Bonjour. Salut, bonjour. Ça va? Oui, bienvenue à Matignon. Hein. C'est là qu'on travaille. Ça me plaît pas, je me casse. Allez. Ah, déjà? Ça va l'être. Oups. C'est devenu tellement n'importe quoi que même le community manager du compte Instagram du gouvernement français lui-même n'a pas l'air d'arriver à suivre. Regardez cet enchaînement de stories sur Instagram. Hier, on a donc l'annonce de la composition du nouveau gouvernement et puis l'annonce de la déclaration du Premier ministre qui va se tenir en direct. Et puis ensuite, vous allez voir l'annonce de la démission du gouvernement. Et enfin, rien à voir, un canevas sur la santé mentale avec écrit en gros « Je me sens stressé ». Ce gouvernement aura donc duré 14h10 très exactement. Et alors, ce qui fait aussi énormément rire les internautes, ce sont les listes de choses qui durent plus longtemps que le gouvernement français. Alors, ma préférée qui a beaucoup circulé, c'est celle-ci du journal français Les Échos. Sachez donc que ce gouvernement aura duré moins longtemps que le vol Air France entre Paris et Papeete ou que faire le tour de Paris à pied. Et puis, je voulais vous montrer une dernière image parce qu'elle aussi a beaucoup circulé sur les réseaux. Eh bien, c'est celle-ci, celle d'Emmanuel Macron qui marche seul sur les quais de Seine hier matin. Elle a été abondamment relayée sur X par les internautes qui y voient un signe de la solitude désormais du président français. On continue, Marie. Aux États-Unis, depuis plusieurs mois, la police anti-immigration multiplie les arrestations et les déportations. Et comme on est à l'ère des réseaux sociaux, tout ça se raconte sur TikTok. Oui, alors que la police américaine s'est donné l'objectif de déporter 400 000 étrangers d'ici fin 2025, sur TikTok est apparu un nouvel espace, le Deportation Talk, un endroit où on peut suivre quasiment en direct les expulsions volontaires ou forcées. Hey y'all. Come with me to get deported from the U.S. This was my family at the airport. Self-deport with me after living in the United States for 7 years. Alors, il y a ceux qui sont partis cette année, mais il y a aussi les anciens expulsés, parfois même avant l'administration Trump, et qui donnent des conseils pour bien vivre sa déportation. If you find yourself deported to Mexico under the mass deportations currently going on in the U.S., here are a few of the pros of the entire situation. I self-deported from the United States to Mexico, and I'm going to tell you where to find a job. Voilà, une forme de solidarité qui s'organise sur TikTok alors que les raids de la police de l'immigration américaine se font de plus en plus nombreux et de plus en plus violents. Et puis on va terminer, Marie, avec un sujet un petit peu plus léger quand même, toujours aux États-Unis, avec une grande traîne TikTok qui montre des Américains qui galèrent à apprendre le français. Oui, on sait que le français a quand même la réputation d'être une langue assez difficile. Il y a d'abord la grammaire, l'orthographe, mais aussi sa prononciation qui fait littéralement pleurer les Américaines sur TikTok. Avoir peur. Avoir peur. Avoir peur. Avoir peur. Avoir peur. Bam bam. Bien sûr. Bien sûr. Bam Sam. Grenouille. Now you try again. Gonorrhea. C'est mieux. Alors, je suis désolée, en même temps, je trouve qu'elles font pas tellement beaucoup d'efforts. Même les intelligences artificielles utilisées dans ces vidéos perdent patience. Regardez. Du yaourt. Ouh là là. On dirait que tu manges les mots dans ta bouche. On va reprendre ça. Si mon tonton, sera tondu. C'est terrible, ça. Que dis-tu? Bon, en même temps, je ne vais pas non plus faire trop la maline parce que le jour où je devrais prononcer ces mots en anglais, je ne suis pas sûre d'être meilleure. Et surtout, ne vous inquiétez pas parce que la trend existe aussi dans d'autres langues.
Gebruik graag. Gebruik graag. Merci Marie. Le scroll, c'est donc tous les soirs dans Le Monde Orient ou en replay sur LN24.be. Vous parlez bien anglais, vous, Liane Folly? Oui, yes. Depuis longtemps. Bah oui, non, ça. mais j'ai même vécu 9 ans à Londres. C'est vrai en plus. Donc vous n'avez pas de problème avec les langues comme ces jeunes américaines qu'on a vues. Non, mais c'est très intéressant. Moi, j'ai toujours aimé les langues et n'y voyais pas là aucune. Oui, Jim, calme-toi. J'ai toujours aimé les langues. Très jeune, j'avais pris l'option. Moi, à l'époque, c'était le A5 et j'avais déjà 3 langues vivantes qui étaient l'espagnol, le russe et le français. Ah oui. Voilà, et l'anglais. Donc non, j'ai toujours aimé, je m'intéresse énormément aux langues. Mais les langues, le problème, c'est qu'il faut les pratiquer dans le pays concerné. Ah oui. Alors moi, j'ai de la chance aussi parce que toute ma famille habite aux États-Unis. Donc, et moi, tous mes neveux sont bilingues et naturellement. Donc ça aide. Voilà, ça aide beaucoup, voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'être revenu sur ce plateau. Je rappelle merci à vous. One Woman Show, La Folle repart en thèse. Et donc, c'est 4 dates en Belgique, vous le voyez à l'écran. Le 18 décembre au Centre culturel d'Odorghem, le 1er février au Théâtre de la Louvière, le 20 février au Delta de Namur, et puis le 21 février au Centre culturel de Bastogne. Et puis, vous serez aussi, on l'a dit, la surprise au Festival international du rire de Liège. Merci alors, je suis beaucoup. plus une surprise, alors. J'ai tout Merci beaucoup, Liane Folly. Merci à vous. Quant à nous, Nico, Le Monde Orient, c'est déjà terminé, mais pas de panique, on vous retrouve demain. Oui, est-ce que tu connais l'excellente série 10%? Bah évidemment. Est-ce que tu connais le personnage d'Arlette? Mais moi je sais ce qui se passe demain, Nico. Eh bien demain, oui c'est vrai. Et bien demain on reçoit la femme qui a inspiré le rôle d'Arlette. Elle s'appelle Danielle Guin. Elle est l'une des agents les plus influentes du cinéma français. Elle sera avec nous demain et on a plein de questions à lui poser. Merci Jim. Merci Nico, merci à toutes les équipes, merci à Richard Dehulf à l'édition de cette émission. Merci à vous d'être aussi nombreux et nombreuses à nous suivre chaque soir de la semaine à partir de 22h sur LN24. On revient demain pour un nouvel épisode du Monde Orient.